On va pouvoir commencer. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui pour ce café PME+, sur la philanthropie environnementale et comment intégrer cette thématique à sa démarche RSE. Pour ça, on accueille aujourd'hui Marina Poirou, qui est directrice de la fondation et la philanthropie environnementale chez Léa Nature. Et Antoine Léguin, qui est chargé de développement pour 1% for the planet, 1% for the planet, ou 1% pour la planète. Antoine, vous nous direz comment on dit. Moi, je suis restée franco-française avec notre label PME+, On dans peut les dire les deux. On territoires, peut dire les bien deux. sûr, j'imagine. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous accueillir tous les deux et tous pour cette thématique qui est un petit peu différente des thématiques habituelles qui sont un peu plus projets techniques. Là, on est sur quelque chose de plus vaste qui nous dépasse. Donc, ce que je vous propose, pour ne pas perdre de temps, c'est qu'Antoine, dans un premier temps, vous puissiez nous présenter ce qu'est le collectif 1% pour la planète euh, et l'ensemble du projet des entreprises qui y adhèrent en France aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci déjà beaucoup, Catherine, pour cette opportunité de pouvoir présenter donc du coup le collectif du 1% à la FEF. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, on Ok, vous entend bien. Est-ce que tout le monde est OK? A super. priori, Alors, c'est le cas. du coup, je vais partager mon écran et je vous laisse me confirmer que tout le monde, enfin que vous le voyez bien. C'est parfait, Antoine, merci. Super. Euh, donc merci également à tous les participants de prendre ce moment d'échange et d'écoute pour qu'on puisse vous présenter le collectif du 1%. Donc on est trois du collectif. Il y a autour de la table Isabelle Suzini qui est la directrice France et Jeanne Salard qui travaille également au sein du collectif. Et donc on est plusieurs notamment pour pouvoir répondre à vos questions à la fin et pour poursuivre cette présentation. Alors, je débute cette présentation par un mot du fondateur du 1%, Yvan Chouinard, qui est également le fondateur de la marque Patagonia. Donc, c'est un collectif qui a été créé en 2002 et ça fait suite en fait à un cheminement donc du parcours entrepreneurial de Yvon Chouinard. Et donc, en fait, lui, tout au long de sa vie, il s'est engagé pour la cause environnementale jusqu'à se demander comment il pouvait engager plus d'entreprises à s'investir dans la philanthropie liée à l'environnement. Et sur ce constat-là, il a créé donc du coup le 1% pour la planète, qui est aujourd'hui un collectif mondial et j'y reviendrai. Alors si je passe. Le constat actuel, c'est que nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons plus attendre. Vous êtes sans doute aussi sensible parce que vous êtes autour de la table aujourd'hui. Les constats sont que les changements climatiques sont visibles, visibles à l'œil nu. Les systèmes alimentaires sont de plus en plus contraints, tout comme les espaces naturels, les ressources en eau et les espèces pardon, végétales comme animales sont en sursis. On assiste à un déclin de la biodiversité sans précédent et qui est très rapide. Donc, face à ce constat qui est un peu effrayant, on a des Français, des citoyens, qui sont de plus en plus sensibles, concernés par les questions climatiques. Là, on voit ce chiffre de 58% qui est une étude en fait du Crédoc. Et pourtant, l'autre constat, c'est que seulement 9% des flux philanthropiques sont fléchés vers la cause environnementale. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est un des gros enjeux, c'est qu'on fait face à des enjeux donc environnementaux et des problèmes environnementaux qui sont immenses. Donc la mission du 1% pour la planète et ce pourquoi nous avons été créés, c'est d'engager les entreprises à reverser 1% de leur chiffre d'affaires annuel à des associations environnementales qui ont été agréées préalablement par le 1%, afin tout simplement d'augmenter les sommes dédiées à l'environnement.
Alors, ça met un peu de temps quand je passe les slides. On va y arriver. Donc là, c'est les grandes thématiques qu'on va suivre, en fait, qui sont tout simplement, qui font partie du collectif. Donc, on a d'un côté la communauté, les associations, les dons, la vérification et l'amplification. Donc, si on passe chacun de ces points, et on va commencer du coup par la communauté, comme je vous le disais au tout début, donc c'est un mouvement qui est mondial, qui a été initié donc par le fondateur de Patagonia. Vous voyez les chiffres sur la gauche qui, moi, sont masqués. Alors attendez, on a effectivement donc 6000 entreprises membres dans le monde pour un cumul jusqu'à ce jour de 450 millions d'euros qui ont été reversés à 5500 associations environnementales agréées dans plus de 100 pays. Hop. Alors j'ai un petit problème quand je passe les slides, ça se met pas tout de suite. Tac, excusez-moi. Si on fait un focus sur le territoire français, ce qui est intéressant en fait de vous partager, c'est qu'on est la seule structure juridique indépendante des États-Unis. Ça s'est fait avec l'historique Patagonia quand ils sont arrivés en Europe. Ils avaient des bureaux à Annecy. Donc le siège social France est à Annecy et on a aujourd'hui une antenne parisienne également pour mieux représenter le collectif sur le territoire. En ce qui concerne les chiffres, on a 1242 entreprises membres avec à peu près 25 membres qui rentrent en plus tous les mois, donc on est en forte croissance. Il y a 60 millions d'euros qui ont été reversés donc en cumul depuis la création, depuis 2004, mais en France, en réalité, la structure juridique a été créée en 2014 pour 753 associations environnementales agréées. On a une notoriété qui est en forte croissance. Aujourd'hui, 40% des Français connaissent ou reconnaissent, en tout cas ont entendu parler du 1% for the Planet. Et on a également une notoriété qui est plus forte chez les 35-44 ans. Et là, on approche une personne sur deux. Nos associations environnementales, donc on en a vu, il y en a 750 en France, vont cibler toutes les grandes thématiques, aussi bien l'agriculture et l'alimentation que les différents types de pollution auxquels on peut faire face, le climat et l'énergie, la vie sauvage, les espaces naturels, ainsi que nos ressources en eau. Donc là, vous avez quelques exemples d'associations qui agissent sur ces thématiques, et j'imagine que vous reconnaissez quelques logos. Pas forcément tous, mais au moins quelques-uns. Donc la nécessité aujourd'hui de on a une nécessité d'agir et on a besoin de vous, on a besoin des entreprises pour y faire face. La transition écologique ne se fera pas sans les entreprises. Et donc c'est toute la mission du 1%, c'est d'embarquer avec nous le plus d'entreprises possible pour reverser in fine aux associations de protection de l'environnement. Concrètement, comment ça se passe? Donc, comme je vous le disais, on est sur 1% du chiffre d'affaires et vous allez pouvoir flécher vos dons directement aux associations sans forcément passer par notre fonds de dotation. Vous avez la possibilité de le faire. Nous, on fonctionne avec une cotisation des membres qui est proportionnelle au chiffre d'affaires et on pourra vous envoyer le barème dans le chat pour que vous fassiez une idée proportionnellement au chiffre d'affaires de l'entreprise que vous représentez aujourd'hui. Alors, j'ai toujours ce petit problème, Catherine, juste pour que vous sachiez, je sais pas si c'est lié à mon réseau, mais c'est juste pour le passage des slides. Ça me fait un petit bruit, comme une sorte de pop-up. Et De je vais notre essayer. côté, ça passe, hein, donc a Là, priori, là, c'est là, peut-être le temps de... ouais, là, c'est bon. Mais c'est juste que ça met un certain délai. D'accord. Bon, ça fonctionne, donc Ah, ok. on va poursuivre. Pour nous rejoindre concrètement, c'est facile. En fait, il y a un questionnaire en ligne, donc c'est très simple. En l'espace de quelques jours, une entreprise peut nous rejoindre. L'enjeu pour l'entreprise, ça va être d'identifier le périmètre, parce que vous pouvez nous rejoindre sur tout le périmètre, donc tout le chiffre d'affaires. Vous pouvez également choisir, si c'est trop important pour vous, de choisir une marque ou une gamme, en sachant que sur une gamme, on a un minimum d'engagement philanthropique et on pourra en rediscuter si jamais c'est ce segment sur lequel vous souhaitez nous rejoindre. En tout cas, sachez qu'il y a différentes possibilités. Vous serez bien sûr limité en termes de communication lié au périmètre pour lequel vous nous rejoignez.
Vous pouvez également répartir votre 1% entre du don financier et du mécénat de compétences. Donc ça, c'est également un gros avantage. Vous pouvez faire soit du don de produits ou de services, soit carrément du don de produits si jamais des associations ont des besoins à ce niveau-là. Et alors, pour passer les slides, c'est toujours la même chose. Hop, ça met un peu de temps. Voilà. Donc, une des grosses missions du 1% pour la planète, ça va être de pouvoir vous conseiller, pouvoir vous apporter ce rôle de conseil pour vos choix philanthropiques. Donc, vous allez pouvoir nous dire, par exemple, bah, nous, on a envie de soutenir des thématiques en lien avec l'eau, nous, on a envie de soutenir des thématiques en lien avec la pollution, et on va pouvoir justement vous orienter vers des associations qui sont agréées 1%. Et chaque année, en fait, une des forces et l'intérêt de passer par notre collectif, au-delà de faire des dons en direct aux associations, c'est qu'on va vérifier, donc chaque année, que vous avez bien donné 1% de votre chiffre d'affaires du périmètre qui a été engagé, ce qui va vous permettre d'utiliser toute notre communication. Et là, on y vient, c'est sur l'amplification de l'impact. En fait, vous allez pouvoir utiliser notre logo qui a une notoriété, comme on l'a vu, de plus en plus forte. Et c'est aller au-delà d'une philanthropie qui est autoproclamée, qui ne fonctionne plus. On voit qu'aujourd'hui, les clients, de manière générale, sont de plus en plus réticents aux communications des entreprises et ils vont faire confiance davantage à des organismes comme le nôtre. Voilà, et vous intégrez une communauté d'entrepreneurs philanthropes, vous avez accès à nos événements euh, enfin, dans toute la France. Donc là, on a un prochain afterwork ce jeudi sur Paris. Si jamais vous êtes intéressé, on vous envoie le lien de l'inscription dans le chat et on sera ravis de vous y accueillir. On fait pitcher 4 associations de l'environnement. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler parce il me reste pas beaucoup de temps. Et je passe sur une slide et une phrase de notre directrice France, Isabelle Suzini, donc qui vient illustrer en fait la nécessité pour les associations de se dégager du temps. Comme je vous le disais, elles passent entre 10 et 40% de leur temps à chercher des fonds. Donc nous, on vient alléger tout ce travail et ça leur permet de consacrer plus de temps à leur mission d'origine, qui est la protection de l'environnement et de notre bien commun. Et je terminerai là-dessus. On s'est fixé un objectif, c'est 100 millions d'euros d'ici à fin. Donc là, on a mis 2026 en réalité. Je pense qu'on peut le faire d'ici la fin de l'année 2025. Voilà. Il nous manque encore quelques entreprises pour y arriver. Donc j'espère qu'à la suite de cette présentation, on aura de nouveaux membres. Et voilà. Et je laisse la parole. J'en ai fini. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Et merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation. C'est inspirant et très clair. Merci beaucoup. Avec plaisir. On va effectivement suivre le Café PME+, avec l'échange, un échange avec Marina Poirou, donc, de l'entreprise Léa Nature, sur la façon dont Léa Nature intègre la thématique dans sa philanthropie d'entreprise, dans sa stratégie d'entreprise. Et donc, je vais laisser la parole. Est-ce que vous voyez mon écran à ce moment? Oui. Oui. Voilà, Marina, c'est bon pour vous aussi. Très bien. Alors, eh bien, Marina, merci d'être là. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots la Fondation Léa Nature qui a été créée en 2007, une Fondation Léa Nature Jardin Bio? Bonjour à toutes et tous, ravie de vous parler de ce qu'on fait chez Léa Nature avec la philanthropie environnementale et le 1% pour la planète. Catherine, on avait des slides, on les passera après, c'est ça? Elles sont là, les slides, vous me dites. Okay. Voilà. Sinon, on n'est pas obligé de les mettre. Oui, bah, allez-y, comme ça je vais vous présenter un petit peu qui nous sommes et puis je vais enchaîner sur ce qu'on fait avec la philanthropie. Bien sûr. Donc, nous sommes la compagnie Léa Nature. C'est une société qui a été créée il y a 30 ans, en 93, par Charles Kloboukov. Nous ne sommes pas un groupe qui faisons 480 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça c'est le CA 2022. Nous avons 26 unités de production.
21 sites en France. On a 8 plateformes de distribution, 2000 collaborateurs au total, et puis on est présent sur différents secteurs de distribution, GMS, réseau spécialisé, pharmacie, parapharmacie, e-commerce et autres. Donc nous avons 4 métiers différents. L'alimentation, avec notre marque Jardin Bioéthique, qui est la marque qui est la plus connue, la cosmétique, diététique et santé, et les soins de la maison. Donc une grosse part de notre chiffre d'affaires est fait avec l'alimentaire, qui est 68% du chiffre d'affaires, et la cosmétique, 25% du chiffre d'affaires. Donc, on s'est engagé dans la philanthropie, et puis on est basé à La Rochelle. Voilà. Nous sommes engagés dans la philanthropie environnementale en 2007, parce que nous avons adhéré au 1% pour la planète, donc ça fait déjà 16 ans. Donc, à travers cette philanthropie environnementale, en fait, on se donne pour mission la protection de la nature, bien sûr, en accompagnant des projets associatifs de protection de l'environnement, et en sensibilisant et interpellant les citoyens et les citoyennes et les responsables politiques aux enjeux environnementaux majeurs dans l'intérêt des générations futures. Donc ça fait vraiment partie de l'ADN de notre entreprise. Avant d'adhérer au 1% Planète, on soutenait des projets de protection de l'environnement. Donc on est membre, comme je vous disais, du collectif depuis 2007 avec 19 de nos marques. Et nous avons en parallèle, en 2011, créé la fondation La Nature Jardin Bio, qui est abritée par la Fondation de France. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure, on a un petit peu ces deux modèles. Donc en 2007, on a reversé 300 000 € à des associations de protection de l'environnement, et en 2023, on a reversé 2,2 millions. Donc ce qui fait une enveloppe globale depuis 2007 d'à peu près 20 millions d'euros, avec 2600 projets soutenus et plus de 1000 associations qui font partie en fait de notre écosystème voilà, de soutien. Donc nous avons, là vous avez la liste des marques qui sont membres du 1% Planète, donc en alimentaire, en santé, en hygiène beauté et en soins de la maison. Donc ce sont autant des marques de la grande distribution que des marques réseau spécialisés. Et nous avons deux fondations, donc la fondation La Nature, et historiquement la fondation Equibio, puisque nous avons racheté Equibio il y a quelques années, qui avait déjà une fondation. Donc on a conservé cette fondation qui est, elle, plus sur les sujets de l'alimentation. Nous avons quatre axes de financement, 4 axes prioritaires, je dirais. L'agriculture écologique et solidaire, qui est vraiment un de nos gros axes. Je dirais que c'est plus d'un tiers du budget qui part sur ces thématiques-là. Climat, énergie, forêt et transition écologique, protection de la biodiversité, des questions de santé-environnement. C'est un parti pris chez nous, en fait, d'agir sur plusieurs thématiques pour avoir un impact plus global, parce qu'on se rend compte que tout est lié. Quand on parle d'agriculture, on parle de biodiversité. Quand on parle d'agriculture, on peut parler aussi de santé-environnement. Quand on parle de biodiversité, on parle de forêt. Donc voilà, comme ça on peut agir à différents endroits. Tu peux y aller, Catherine. Oui. Je vous ai donné quelques exemples de projets soutenus et d'associations. Je ne vais pas toutes les citer. Donc, en agriculture écologique et solidaire, on va soutenir, et dans toutes les thématiques, en fait, on soutient des associations de tailles différentes. Ça peut être des assos où il n'y a que des bénévoles, et ça peut être aussi des assos nationales qui ont peut-être 60 à 100 salariés. Donc, c'est un libre choix, puisqu'on estime que ces assos interviennent à différents endroits. Les assos nationales peuvent être des têtes de réseau parfois, qui vont déployer un réseau dans toute la France et qui vont aussi faire du plaidoyer, par exemple. Et les associations locales, elles vont être plus sur le terrain, sur nos territoires, pour faire bouger les lignes. Et aussi, on soutient des associations qui ont des projets très concrets terrain, comme des associations qui vont, comme je vous disais tout à l'heure, qui vont aller faire du plaidoyer pour faire bouger les lignes, faire changer les lois, faire changer les règles. C'est clair. Je vous ai donné quelques exemples. On fonctionne pas mal par appel à projet.
puisqu'on a 4 axes et on essaye d'avoir des appels à projets de manière récurrente, parfois sur plusieurs années, selon ce qu'on veut mettre en avant et selon les enjeux et les urgences. Les derniers appels à projets qu'on a fait, c'est donc un appel à projet qui s'appelle Grandir à travers la nature avec d'autres fondations, qui sont la Fondation Nature et Découverte, Fondation de France et Terra Symbiosis. C'est-à-dire qu'on met en fait une enveloppe commune dans un pot commun et on va aller soutenir des projets ensemble pour avoir plus de force de frappe. Pendant 3 ans, on a aussi mené un appel à projet sur les enjeux du foncier agricole. Et là, c'était un appel à projet qu'on a fait en commun avec une ONG, une association, Terre de Liens. Donc ça, c'était hyper intéressant puisque, en fait, nous, on ne se présente pas comme des experts. Les experts, pour nous, c'est les gens avec qui on travaille et c'est les associations qui, souvent, vraiment, dans leur collectif et dans leur gouvernance, dans leur organisation, des experts sur les différentes thématiques. Et on a fait un appel à projet aussi sur la transition agroécologique des territoires et la résilience alimentaire pendant 3 ans. Donc ça, on l'a porté nous-mêmes à hauteur de 350 000 € par an. Voilà pour les derniers appels à projets qu'on a mis en place. On fait aussi de la sensibilisation, des campagnes engagées pour interpeller et sensibiliser des causes d'intérêt général, informer le grand public et faire levier sur des décisions des pouvoirs publics pour faire évoluer les lois. À chaque fois, on s'associe avec une ONG ou une association. Donc, on avait fait une campagne principalement avec Surfrider Foundation sur les problèmes de la pollution marine. On a fait une grosse campagne avec Génération Future sur les perturbateurs endocriniens et pesticides. Et puis, on avait fait une campagne avec les Amis de la Terre sur l'utilisation de l'huile de palme dans des biocarburants pour l'altération de la biodiversité. Donc là, à chaque fois, on va aller communiquer parfois dans des grands médias. On met beaucoup en avant les associations parce que, comme je vous disais, c'est elles qui sont les expertes et c'est pour les aider à faire bouger les lignes. On fait aussi pas mal de sensibilisation. Donc, on a fait un colloque à l'Assemblée nationale avec Génération Future sur les perturbateurs endocriniens il y a quelques années. On fait, tu peux avancer, Catherine. On fait aussi tous les ans une conférence depuis 15 ans à La Rochelle pour sensibiliser, informer, interpeller sur les problématiques environnementales. Au départ, c'était dédié qu'à nos collaborateurs et puis on s'est dit, c'est bête, pourquoi pas l'ouvrir au public rochelais. Donc, depuis 15 ans, on travaille sur des thématiques différentes et on fait venir des personnes sur des sujets. Là, vous avez l'affiche de Jean Jouzel qui est venu il y a 3 ans avec Edith Sevestre, qui est une glaciologue très connue en France, qui sont venus nous parler du climat. Voilà, et puis on organise aussi un festival, un village nature tous les ans dans le cadre d'un festival qui a lieu sur notre territoire, qui s'appelle Le Temps Vert, qui est un festival de musique. Et nous, on organise la journée du samedi où on fait venir plein d'associations de protection de l'environnement avec qui on travaille pour sensibiliser le grand public et les familles à la protection de l'environnement. Voilà. Voilà, je crois qu'il y a une dernière slide, c'était juste pour montrer la dernière conférence environnement qu'on a fait en 2023. On a fait une conférence sur l'eau avec Emma Aziza, qui est une hydrologue très connue en France, Juliette Duquesne, qui a écrit un livre sur l'eau, et Guillaume Crabal, qui chez nous à La Rochelle est vice-président en charge de la politique de l'eau. C'est une thématique chez nous qui est assez tendue puisqu'on a les bassines qui sont pas loin. Donc voilà, c'était très intéressant comme conférence. Voilà un petit peu pour vous faire le tour de ce qu'on fait dans le cadre de notre philanthropie environnementale et du 1%. Très bien, merci beaucoup Marina. Justement, pourquoi avoir créé la fondation sous l'égide de la Fondation de France et pourquoi aussi avoir choisi un 1% pour la planète? Alors, on est d'abord entré dans le 1% pour la planète en 2007 et puis en 2011, on s'est dit il faut qu'on soit accompagné, aidé sur nos financements. Pour moi, c'était intéressant en fait d'être abrité par la Fondation de France, qui est une fondation qui veille beaucoup à l'intérêt général. Vous m'entendez? Oui. Ah, pardon, je croyais que Oui, j'ai oui, une oui, confirmation oui. sur mon écran, Non, excusez-moi. on entend toujours. Ouais. Voilà, à l'intérêt général des projets.
Et on s'est dit qu'aussi, c'était intéressant en termes de communication de créer notre propre fondation. Donc, on a regardé ce qui existait, les fonds de dotation, fondations d'entreprise, fondations abritées. Et on s'est dit, la fondation abritée, c'est ce qui nous correspond. Ils nous ont très très bien accompagnés justement au niveau juridique, aussi, ça c'est très important parce que la notion d'intérêt général, chacun peut l'interpréter un petit peu comme qu'il veut quelque part. Et on est aussi rentré dans le réseau des fondations abritées au même titre que le 1% Planète, sachant que donc nous on a notre 1% Planète vient financer la philanthropie environnementale. Et on a deux modes de versement. On a du mécénat direct via les sociétés et du mécénat indirect via la Fondation Léa Nature. Mais les deux portent sur la philanthropie environnementale. Je répondrai aux questions s'il y en a plus tard. Oui, bien sûr. L'occasion. Très bien. Et comment la mise en place du projet répond aux exigences RSE du label PME+. Est-ce que vous avez pu rapprocher les deux parce que là, on est tous autour de la table en lien avec le label PME+, et comment cette thématique répond aux exigences des exigences du label. Ouais. En fait, nous, la philanthropie environnementale, elle n'est pas du tout déconnectée du business. Et ça, c'est quelque chose qui est là depuis le début. Ça fait partie de notre ADN, mais on ne l'a jamais déconnecté, puisque, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. L'économie assume la philanthropie et la philanthropie assume l'économie et le business. Et ça aussi, à travers le 1%, c'est important de le dire. On fait de la philanthropie, on défiscalise, oui, ça c'est sûr, hein, mais on assume complètement les choses. Et il faut, voilà, c'est très important d'assumer ça. On ne fait pas d'un côté notre fondation, notre philanthropie, puis de l'autre côté le business, on s'y intéresse pas. Et d'ailleurs, la philanthropie, depuis 16 ans, nourrit aussi, je dirais, le business, pas dans le fait de gagner de l'argent, mais de le fait d'accompagner. C'est-à-dire que, et ça j'étais très fière de ça, on fait rentrer les associations chez nous qui viennent travailler avec les équipes. Par exemple, on a des gens comme Génération Future qui sont venus travailler avec nos équipes sur tout ce qui est perturbateurs endocriniens. Des gens comme Surfrider qui sont venus travailler avec, donc là c'était avec nos équipes R&D, là aussi, Surfrider qui sont venus travailler avec nos équipes emballage, sur comment améliorer nos emballages, avoir moins d'impact, décarboner, etc. Bon, après, l'objectif d'une ONG, c'est qu'il y ait le moins de production possible sur les emballages. Donc, on n'est pas d'accord sur tout, mais c'est très important en fait pour s'améliorer. Et comme je disais tout à l'heure, beaucoup de structures de la protection de l'environnement ont des experts en leur sein et on peut leur faire confiance sur ce qu'ils vont nous proposer. En effet, ouais, c'est très intéressant, Marina. Ça parle concrètement de comment les associations vont répondre aussi aux enjeux de chaque service, je pense. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes organisé en interne sur la fondation présente au sein de Léa Nature? Alors, donc, nous, on a un service qui s'appelle Philanthropie environnementale. On est 4, dont une alternante. Donc, moi, je dirige la philanthropie environnementale et on a une responsable projet et communication et une personne qui s'occupe de toute la partie administrative. Et en fait, on a 8 comités par an. On a 4 comités fondation, 4 commissions philanthropie. Et en fait, on présente ces dossiers à chaque comité et à chaque commission. Les associations doivent nous déposer des dossiers. Si vous voulez aller voir, on a un site dédié à la philanthropie environnementale qui s'appelle Fondation Mécénat Léa Nature. On ne passe pas de dossier si les associations n'ont pas déposé de dossier. Ça, c'est important pour nous. Voilà. Et pour la commission philanthropie environnementale, c'est que des internes. Et pour le comité fondation, on a un comité d'experts. Voilà.
qui sont eux, qui font partie du conseil d'administration. On décide de nos budgets en début d'année. Alors, c'est très facile pour le budget puisque c'est 1% du chiffre d'affaires des marques. Donc, moi, j'ai la chance de ne pas aller négocier un budget tous les ans en disant j'ai combien cette année, etc., puisque c'est mécanique. Donc, parfois, ça peut être plus haut, parfois, ça peut être moins haut. En ce moment, la conjoncture n'est pas évidente, notamment pour le bio, mais ça ne perd pas tant que ça. Mais voilà, c'est intéressant aussi pour quand on est dans le 1%, parce qu'on s'engage sur la durée et on n'est pas là à dire là on y va plus, là on y va. C'est toujours difficile quand on refait les budgets de se dire combien on donne, etc. Là, c'est mécanique, donc moi je trouve que c'est intéressant. Et puis, on a en interne, ce qui se passe, c'est que c'est les marques qui sont membres 1% Planète, mais c'est nous, en fait, la philanthropie qui attribuons les fonds et les marques viennent s'adjoindre à nos décisions. En fait, ça vient pas du marketing, ça vient en fait, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le marketing qui dit on voudrait soutenir ça, 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 ça. En fait, c'est nous qui déployons par rapport à nos 4 axes de financement. Et après, le marketing vient dire, bien sûr, Jardin Bioéthique est plus sur l'agriculture écologique et solidaire, par exemple. Et après, le marketing vient, je dirais, piocher, entre guillemets, sur les projets soutenus. Voilà, et pour nous, c'est important. Très bien. Quels sont vos interlocuteurs externes? Alors, nos interlocuteurs externes, alors on fait partie d'un grand écosystème philanthropique français, notamment, qui philanthropie plutôt environnementale. Donc, bien sûr, le 1% Planète, les membres, on connaît les membres du 1% Planète, pas tous parce qu'on est nombreux maintenant. Beaucoup de fondations aussi, fondations d'entreprises abritées ou pas, qui sont sur la protection de l'environnement, des fondations familiales aussi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de fondations familiales qui ne sont pas forcément connues, qui vont sur la protection de l'environnement également. Et puis, tout l'écosystème des ONG, des associations françaises qui œuvrent sur la protection de l'environnement. Et là, on travaille énormément avec elles parce que depuis 16 ans, en fait, on connaît bien, on a un bon mapping, voilà. Et puis, ce qu'on fait aussi, on travaille beaucoup avec d'autres fondations, d'autres entreprises pour faire ça depuis 4-5 ans, ou même des ONG, par exemple, pour faire des appels à projets communs, parce qu'ensemble, on est plus fort, en fait, sur des enjeux. Et on est très souvent sur des sujets où c'est David contre Goliath. Donc, plus on est nombreux, mieux c'est. Est-ce que vous avez rencontré des freins dans la mise en place de la fondation, dans le fonctionnement quotidien? Non, parce que c'était un choix de la direction générale du PDG, donc c'est toujours plus facile quand ça redescend que plutôt quand il faut aller chercher et puis présenter des projets. Ce qu'aurait pu être un frein, mais ça ne l'est pas, c'est que c'est quand même un engagement très fort financièrement, 1% du chiffre d'affaires. Alors nous, c'est pas sur toutes nos marques, mais c'est quand même sur 18 de nos marques. Donc c'est sur 240 millions d'euros. Donc c'est quand même beaucoup d'argent à sortir tous les ans. Donc voilà, ce qui aurait pu être un frein qui ne l'est pas aussi, c'est que dans la protection de l'environnement, je dirais que c'est plus simple d'aller soutenir des projets de solidarité que des projets de protection de l'environnement, parce que les projets de l'environnement, ça peut vite se tendre, puisque si vous êtes sur un territoire et que vous soutenez une association qui est contre un projet peut-être économique ou pas, etc., ou politique ou pas, etc., voilà. Mais c'est là, en fait, où nous, les entreprises, on a un rôle à jouer. C'est hyper important de faire partie de ces parties prenantes qui font bouger les lignes et qui osent s'engager sur des sujets, voilà, qu'on pourrait peut-être nous reprocher parce qu'on est nous-mêmes, on fait partie de l'économie, on fait du business, mais ça, ce que je disais tout à l'heure, ça, faut complètement l'assumer et c'est un fait, l'un va très bien avec l'autre. Voilà. On va dans le même sens. Exactement. Ouais. Exactement.
Et comment vous partagez en interne et comment vous animez auprès des collaborateurs de Léa Nature et aussi comment le lien est assuré entre chacune des entreprises du groupe. Vous avez commencé à y répondre avec l'organisation du comité de contrôle, mais ça va être intéressant qu'on en Alors, sache plus. ouais, alors en interne, on essaye d'animer avec l'équipe RSE aussi, et nous aussi avec ce qu'on fait avec la philanthropie. Les animations qu'on fait en interne viennent des assos qu'on soutient. En général, on aime bien faire le lien entre les deux. Par exemple, depuis quelques années, on organise des webinaires entre midi et deux. C'est jamais obligatoire, ça c'est volontaire. Et nous, on part du principe que on est 750 collaborateurs sur le site. S'il y a 30 personnes qui viennent, ou 40, ou 15, on ne se pose pas la question, en fait. Comme c'est du volontariat, les personnes y viennent, ça change selon les agendas, etc. Donc, on a mis en place des séries de webinaires qui sont faites par les ONG, les assos, entre midi et deux, et qui vont faire de l'acculturation sur les sujets environnementaux, sur les problématiques environnementales. Donc ça marche bien, c'est super intéressant. On a mis en place aussi ce qu'on appelle des cafés citoyens. Donc ça, on en a 2 par an sur des thématiques différentes qui sont animées par des personnes de mon équipe. Et ça va être, donc ça c'est pareil, c'est du volontariat. Il va y avoir un temps d'échange et un temps en atelier. Et là, ça peut être sur les textiles. Là, il y en a un prochain sur l'eau chez nous à la maison, comment on fait avec l'eau, sur le jardinage, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est du volontariat entre midi et deux. On a mis en place depuis 2 ans ce qu'on appelle, on a un peu copié une émission, les ateliers en terrain connu. C'est-à-dire qu'on emmène nos collaborateurs, donc c'est sur inscription, dans les associations qu'on soutient sur notre territoire. Donc en fait, ça va être des chantiers participatifs, du ramassage de plage, une visite de réserve naturelle, etc. Et ça, on le programme sur toute l'année. Et à chaque fois, il y a une vingtaine de collaborateurs, ils vont venir s'inscrire. Et ça, c'est sur le temps de travail. Voilà. On fait aussi, parce qu'on peut le faire par l'intermédiaire du 1% Planète, et ça c'est hyper intéressant, on travaille avec une association qui s'appelle Planète Urgence, qui soutient des projets de reforestation, de biodiversité. Et on envoie chaque année, depuis 5 ans, sauf l'année Covid, des collaborateurs en congé solidaire. Donc voilà, donc ça c'est sur leur congé. Mais après, c'est nous qui finançons en fait toute la mise en musique, les déplacements, etc. Et ils partent forcément sur des missions de protection de l'environnement. Donc ça, c'est à l'international. Voilà. Et puis, ce qu'on fait aussi, qui est hyper intéressant, on fait des cycles de films entre midi et deux sur différents sujets environnementaux. Bah, on soutient le Festival alimentaire, qui est un super festival en octobre et novembre. Et en fait, on récupère les films et nous, on fait des programmations, des cycles de programmation de films entre midi et deux. Et ça, pour l'acculturation, c'est vraiment intéressant. Voilà un petit peu ce qu'on fait pour les collaborateurs. Et il y avait une autre question dedans, mais je ne sais plus. Une petite. Bon, on va passer aux questions-réponses. Mais la dernière, c'était, on voulait savoir quels étaient les enjeux cette année, en 2024, pour la nature, dans le cadre du partenariat avec les 1%. Les enjeux, c'est de continuer ce qu'on fait. Après, c'est pas nous les enjeux, c'est plus de suivre les enjeux de la protection de l'environnement et d'aller voir où on a besoin de nous, où les associations ont besoin de nous pour faire levier sur des décisions politiques peut-être, des changements de loi, etc. Et puis, accompagner aussi le 1% à se développer. Il s'est très bien développé depuis un certain nombre d'années. On aimerait bien qu'il y ait aussi des plus grosses entreprises qui soient dedans. Mais voilà, c'est faire connaître, travailler ensemble aussi entre membres du 1%. Là, on travaille avec 2 autres marques qui sont dans le 1%. On va peut-être faire un appel à projet commun. Voilà, quoi. C'est vraiment la notion de collectif qui est hyper importante. Qu'on soit une petite entreprise ou une grosse entreprise, ça change rien en fait. Hein. L'objectif, c'est que ça fasse boule de neige et qu'on soit là ensemble et qu'on montre que les entreprises aussi, on a notre rôle à jouer en fait, parce qu'on est
souvent ciblés business, etc. Ce qui est le cas, c'est vrai, on assume complètement, mais on a un rôle à jouer dans la société et il faut l'assumer complètement. Et la philanthropie, en fait, est vraiment très importante parce qu'on a un vrai déséquilibre entre ce que font les ONG, les associations et, la puissance publique, les lobbies, etc. Donc voilà, c'est important de jouer ce rôle et de l'assumer. Très, très bien. Merci beaucoup, Marina. Peut-être un conseil pour qu'une entreprise qui souhaite franchir le pas avec le 1% pour la planète soit encore plus éclairée sur le sujet. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? En fait, je pense que vis-à-vis des collaborateurs, par exemple, faut pas trop se poser de questions parce que ça viendra petit à petit. Nous, c'est pas parce qu'on fait du bio que les collaborateurs, quand ils arrivent, ils sont toujours plus formés à la protection de l'environnement, etc. Donc, le fait d'adhérer au 1% pour la planète, ça les interpelle. Au début, ils ne s'y intéressent pas trop, enfin plus maintenant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup plus du sujet. Et je trouve qu'il ne faut pas avoir de crainte par rapport à ça, de dire ah bah là on va mettre l'argent là alors qu'on pourrait le mettre ailleurs. C'est souvent ce qu'on me dit. Est-ce que les collaborateurs ne disent pas bah non, bien sûr pour eux ça a vraiment une valeur ajoutée et ça fait partie aussi de l'ADN de l'entreprise. Et puis, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas participer à ça parce que les enjeux environnementaux sont tellement énormes. Pour nous, enfin pour moi, pour ma génération, c'est bon, mais pour les générations futures, ça va être hyper compliqué. Donc, en tant qu'entreprise, on se doit d'y aller. En fait, pour moi, la question, elle ne doit pas se poser. Voilà. Donc, faut y aller, quoi. Allez. Merci, Marina. C'était très, très intéressant. Je crois qu'il y a encore, on pourrait en parler des heures, hein, a priori. On a eu un aperçu global et très, très précis. Enfin, merci. Alors, je vais vous laisser maintenant la parole aux entreprises qui sont présentes et les participants. Posez vos questions si vous en avez. N'hésitez surtout pas à utiliser le chat également. On sera ravis de relayer vos questions aussi à l'écrit. La parole est à vous. Je pense qu'on a été suffisamment clair. Il n'y a plus de questions. Bonjour, Iris Maguire, famille Michaud, apiculteur. Bonjour, Iris. Pour la sélection des associations qui rejoignent le collectif du coup de 1% pour la planète, comment elles sont sélectionnées et retenues? C'est une bonne question. Alors, du coup, je reprends la main et puis je laisserai aussi l'équipe compléter si besoin. Là, actuellement, vu qu'on en a 750, ça part plutôt du côté des associations. Donc, c'est plutôt les associations qui vont nous solliciter, parce qu'en général, elles ont besoin de fonds, sauf dans quelques cas particuliers. Et nous, on va on va vérifier les statuts, on va vérifier que l'association a une gouvernance saine et puis qui sont tout simplement agréables, donc en fait qui sont à but non lucratif également. Et une fois que ces paramètres ont été vérifiés et que la mission environnementale a été avérée, il faut qu'ils soient également parrainés donc il y a une forme de parrainage qui se fait avec un membre. Donc par exemple, Léa Nature va nous dire, bah nous on a envie de soutenir effectivement telle association, on va s'engager à les financer. Et donc il y a une forme de parrainage qui se met en place pour éviter tout simplement qu'il y ait des déceptions, parce que comme j'en ai parlé rapidement dans la présentation, le choix des associations se fait toujours par les entreprises. Donc du coup, une association qui est agréée 1%, bah ça va pas garantir forcément qu'elle ait des fonds. Voilà, je sais pas si ça répond à votre D'accord, question. oui, oui, très bien, c'est clair. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Antoine et merci Iris pour cette question. Alors, j'ai une question dans le chat de Carla de l'entreprise Menguise. Est-ce que concrètement, ce dispositif déclenche des achats? Alors,
Alors, c'est une bonne question. C'est une question aussi un petit peu mitigée parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites de la philanthropie, normalement, vous n'avez pas de contrepartie. Donc, c'est pour ça qu'on a en place deux contrats. On a un contrat d'une lettre d'engagement qui est notamment sur la sémantique et la charte graphique à utiliser, et on a un contrat qui s'appelle le contrat de sous-licence qui va permettre justement l'utilisation commerciale du logo. Et à ce niveau-là, pour répondre du coup un peu plus concrètement à votre question, on, on- on a du coup c'est mitigé, mais dans les faits, on pourrait considérer que un peu au même titre qu'un label, on n'est pas un label, mais au même titre qu'un label, bah, en fait le fait qu'il y ait le logo à 1%, ça peut favoriser l'achat d'une marque plutôt qu'une autre. Si je peux peut-être y répondre de cette façon-là. Moi, je veux bien rajouter quelque Oui, chose. pardon. Ouais. Vas-y. Nous, tous les ans, on fait une opération engagée en magasin, en grande distrib, hein, en partenariat avec une asso du 1% Planète qu'on soutient. Souvent, c'est des assos qu'on soutient depuis un certain nombre d'années. On fait pas ça avec des nouveaux qu'on connaît pas. Et il faut que l'asso, elle soit aussi volontaire, puisque ça doit passer dans leur conseil d'administration, etc. Je sais que c'est des opérations qui fonctionnent bien et les distributeurs sont souvent très demandeurs. Voilà, c'est sur des opérations comme ça. Nous, on fait un petit livret consommateur pour expliquer les enjeux, expliquer la problématique, etc. Voilà. Donc, ça fait 10 ans qu'on fait ça. En réseau spécialisé, ça fait 5 ans qu'on fait ça en grande distribution et ça marche plutôt bien. Après, à chaque fois, on consulte le 1%, effectivement, pour la charte graphique, les logos, etc. Puisque en termes, c'est du mécénat, donc on n'a pas le droit de faire de la pub, etc. Donc, on est très contrôlé par le 1% pour ça. Peut-être, Isabelle, tu veux rajouter? Oui, ce que je voulais. Merci Marina. Déjà, merci pour tout ton témoignage parce que c'est extrêmement puissant d'entendre, de t'entendre et d'entendre le membre le plus important en France expliquer l'intérêt de rejoindre, enfin d'être au 1%, avec différents points de vue, que ce soit les collaborateurs, les fonds philanthropiques, etc. Donc, merci pour ça. Et puis, précisément, pour répondre à la question sur est-ce que ça déclenche un acte d'achat, en fait, c'est mesuré, mais on le donne pas comme info parce que donc on a l'information parce qu'il y a une étude qui est faite tous les ans par l'équipe internationale sur la notoriété. C'est le chiffre qui vous a été communiqué tout à l'heure par Antoine sur 2 Français sur 5 qui ont entendu parler du 1% et en particulier les plus jeunes où c'est quasiment 1 sur 2. Et on pose aussi la question sur est-ce que voir le logo sur un produit vous incite à l'achat et on est à peu près dans les mêmes pourcentages. C'est aussi 49% chez les 35-44 ans qui disent que oui, ça les influence. Mais c'est pour les raisons évoquées par Antoine, hein, c'est un chiffre qu'on ne peut pas afficher parce que ça serait un peu comme s'il y avait une contrepartie. Donc voilà, on vous le dit, mais c'est tout. On ne peut pas l'afficher. Ce n'est pas une promesse en tout cas. Et je crois qu'il y avait une autre question. Oui, oui, tout à fait. Merci Isabelle. Les critères de sélection d'une entreprise pour intégrer la démarche. En fait, donc je suppose que la question, c'est est-ce qu'on a des critères d'exclusion de secteur et d'industrie? Oui, il y a des critères d'exclusion, mais il y a une sorte d'autocensure de la part des entreprises. La plupart du temps, nous, on nous demande à chaque fois, est-ce que Total ou Monsanto? C'est toujours ces deux exemples-là. Si vous voulez rejoindre le 1%, qu'est-ce que vous diriez? Et en fait, ça n'arrivera pas. On n'a pas ce genre de demande. La plupart du temps, les entreprises qui veulent nous rejoindre sont des entreprises qui sont déjà, qui sont entre guillemets droites dans leurs bottes, c'est-à-dire qu'elles ont la plupart du temps une cohérence entre leur engagement philanthropique à venir et leur politique RSE ou leur empreinte de manière générale. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Parfois, la philanthropie est un premier pas dans l'engagement, mais donc il n'y a pas. Voilà, enfin, les critères d'exclusion, c'est assez rare qu'on ait besoin de les actionner parce que voilà, les secteurs qu'on a exclus ne postulent pas pour entrer au 1%. Donc l'armement, la pornographie, le tabac, les produits chimiques, etc. Ça ne rentre pas. Enfin, évidemment, on n'a pas de demande là-dedans.
Et puis après, là, si jamais, en tout cas, si jamais on doutait de l'entrée, bon, c'est arrivé il y a quelques rares fois quand même que quelques entreprises nous sollicitent et où l'équipe se gratte un peu la tête en se disant, c'est quand même, c'est peut-être pas une entreprise, on a un petit peu peur de l'entrée de cette entreprise pour une raison plutôt d'image, de sincérité d'engagement. Et dans ce cas-là, on fait passer ça en GT. On a des groupes de travail avec les administrateurs, notamment un qui s'appelle le groupe de travail éthique et transparence. Et donc, quand on a un doute, on le fait passer par ce groupe de travail, sachant que notre gouvernance et donc nos administrateurs, c'est notre gouvernance, donc qui est constituée de 15 administrateurs, dont 13 sont français et représentent la communauté 1%, soit les entreprises, les associations et les partenaires médias. Et 2 sièges sont occupés par le siège 1% mondial. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Et le critère de sélection, c'est le 1% du chiffre d'affaires, la plupart du temps, quand même. C'est que c'est un montant tellement important et qui fait le tri. Et comme Antoine l'a expliqué, ça peut être une gamme, une marque ou toute l'entreprise. C'est clair pour Mathieu et Merci. Patricia de la laiterie légale. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur cet événement passionnant. Je crois que Antoine vous a mis le lien. Oui. Pour l'afterwork, j'ai rajouté le lien donc pour jeudi soir à Paris et on en fait en région, donc n'hésitez pas à regarder sur le site du 1%. Et par ailleurs, dans la présentation que Catherine va vous envoyer à la suite de ce webinaire, vous avez tout à la fin mes coordonnées également. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez la moindre question, on pourra poursuivre les échanges à l'image d'une entreprise qui est dans le call. On a un autre échange demain téléphonique. Donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Je répondrai à vos questions avec grand plaisir. En effet, on vous partagera les 2 présentations, celle d'Antoine et celle de Marina, voilà, donc à la suite du webinaire, avec grand plaisir. Est-ce qu'on peut faire ensemble une petite photo de groupe avant de se quitter? Est-ce que vous pourriez réactiver tous vos caméras? Je n'aurai peut-être pas tout le monde, mais au moins une partie. J'ai ma collègue grande spécialiste de Zoom qui m'a dit que j'avais une application pour prendre une photo. Je vais essayer ça. Si ça ne marche pas, je ferai une capture d'écran, mais on va essayer de faire un grand sourire et d'utiliser la super appli Zoom. C'est OK pour tout le monde. Alors, Laurence, je vais ravi de vous avoir sur la photo. Laurence de CSP. Peut-être que les caméras ne fonctionnent pas. Alors, c'est parti. Ça n'a pas du tout marché. Non, moi j'ai eu une demande d'autorisation et du coup ça a pris une photo de moi, j'ai l'impression. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression. Alors, individuel du coup. J'ai cette impression aussi, n'importe quoi. Je vais passer par la capture d'écran, elle va me maudire. Je vais affiner le sujet pour la prochaine fois. Ok. Allez, pour les parti, personnes qui sont encore... Ah oui, ok, on fait une autre photo. Okay. Cette fois, c'est bon pour moi et merci beaucoup de votre patience. Je vérifie que je l'ai bien capturé. Et je vous tiens, je vous libère. Ouais, parfait. Alors, merci beaucoup. Antoine, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? Non, j'ai juste mis mon adresse mail dans le chat. Très bien. En plus de l'email qui sera présent tout à la fin de la présentation du 1% que Catherine va envoyer. Et je précise que si des questions persistent, évidemment, à la fois Antoine, Isabelle, j'imagine, et Marina seront disponibles pour vous répondre individuellement ou en groupe et ravi de le faire. Avec plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup. Une très belle après-midi et à très bientôt. Merci. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Catherine. Merci beaucoup.